La base n'avait même pas de nom. Elle était enfouie dans les terres glacées de l'Alaska, cachée par des kilomètres de toundra gelée et de ciel noirci. Officiellement, elle n'existait pas. Les habitants l'appelaient Black Ice, glace noire, un surnom glaçant pour un endroit qui dévorait quiconque y pénétrait. L'air qui l'entoure est toujours plus froid, les vents émettent un bourdonnement sinistre, et, pendant des années après sa fermeture, des cris lointains résonnent dans la nuit. J'y suis arrivé des années plus tard, poussé par la curiosité insatiable d'un journaliste. Les vestiges de Black Ice étaient éparpillés et délabrés, ses portes rouillées et ses murs de béton recouverts d'une pellicule de givre. Mais plus je m'aventurais, plus l'air semblait lourd, comme si la base elle-même conservait les horreurs qu'elle avait autrefois dissimulées. La visite de M. Trump a été entourée de secrets, mais les murmures d'anciens membres du personnel ont débrossé un tableau sinistre de la situation. Il s'est tenu dans une salle remplie de soldats, observant des hommes réduits à l'état de marionnettes tremblantes, obéissant à des ordres donnés par une force invisible. « Ennemis de la nation », disaient de les chuchotements. « Purgez-les tous ». Mais le prix de ces expériences était inscrit sur les visages de ces soldats, si l'on peut encore les appeler ainsi. Le programme était d'une simplicité trompeuse. Combiner la suggestion hypnotique, la privation sensorielle et le tourment psychologique pour former des soldats capables de tuer sans hésitation ni remords. La peur était la lame qui sculptait leur esprit, mais la peur mal utilisée devient folie. La folie engendre l'horreur. Au cœur de l'installation, une chambre massive connue sous le nom de « boîte de verre » servait de terrain d'essai. Les sujets sont attachés à des dalles d'acier froides, tandis que des écrans les entourent de motifs changeants et hypnotiques. Des images sinistres accompagnaient dompter les vagues de commandes subliminales. Des images de guerre, de feu, Dieu qui ne clignait jamais. Les témoignages que j'ai découverts décrivent un théâtre du chaos, une cacophonie de couleurs et de sons qui se gravent dans l'esprit. Et il y avait toujours la voix, basse, gutturale, constante. Servez votre chef, effacez les ennemis, détruisez-les tous. Un survivant, connu uniquement sous le nom de sujet numéro 67, a décrit plus tard la voix comme étant celle de Trump. Qu'il s'agisse vraiment de Trump ou que son psychisme en perdition s'accroche simplement au symbole le plus puissant de sa vie n'a pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la terreur qui l'accompagnait. J'ai vu son visage dans les flammes, a déclaré le numéro 67 lors d'une interview retrouvée. J'ai vu ses yeux briller et la voix « Dieu, cette voix m'a dit de brûler le monde ». Les expériences ne se sont pas bien terminées, bien sûr. Elles ne le sont jamais. Lorsque j'ai atteint le 2e niveau de la base abandonnée, j'ai compris pourquoi. Une série de pièces s'étendait le long d'un couloir incroyablement long. Chacune d'entre elles contenait une chaise en acier boulonnée au sol, des entraves usées par des années de lutte des poignets. Les murs étaient bien couverts d'étranges rainures, comme si des ongles avaient été traînés sur la surface, cherchant à s'échapper. Des taches de sang assombrissaient dans les joints. Je suis resté là, le souffle embué par l'air glacial, à fixer les chaises vides. C'est alors que je l'ai entendu, un faible son, un murmure, presque noyé dans le hurlement du vent qui s'infiltrait par les fissures. J'ai tourné sur moi-même, éclairant le couloir de ma lampe de poche, mais il n'y avait rien, seulement l'immobilité. Pourtant, les chuchotements persistaient. J'ai suivi les murmures. Chaque pas me semblait plus lourd que le précédent, comme si l'air lui-même conspirait à me faire reculer. Le couloir se rétrécit, les murs glacés se rapprochant. Au bout du couloir, une porte était entr'ouverte, ses bords corrodés par le temps et le gel. Au-dessus d'elle, à peine visible sous les couches de crasse,
2 mots hétéronytes gravés dans l'acier. Chambre d'observation. À l'intérieur, les vestiges de la boîte de verre attendaient. La pièce était immense, son plafond s'étendait loin au-dessus, disparaissant dans l'ombre. En son centre se tenait un énorme cube de verre dont les surfaces étaient fissurées et embuées, comme si quelque chose avait cherché à sortir, ou peut-être à empêcher quelque chose de s'échapper. Autour du cube se trouvaient des rangées de consoles et de moniteurs, leurs écrans brisés et leurs touches éparpillées sur le sol comme des dents jetées. L'air n'était pas bon ici. Il pressait contre moi, lourd et oppressant, portant de légères traces de métal brûlé et quelque chose d'autre, quelque chose de pourri. Le faisceau de ma lampe de poche balaya les consoles, révélant des documents et des classeurs éparpillés. La plupart étaient indéchiffrables, l'encre tachée et les pages gorgées de d'eau. Mais un document sortait du lot, sa couverture portant l'insigne de l'OTAN et les mots « Projet Obsidian », résultat de la phase 3. Mais des mains tremblaient en feuilletant les pages. Le dossier détaillait l'objectif de la Glassbox, amplifier la peur et conditionner l'esprit à l'associer à une obéissance absolue. Les sujets étaient exposés à un barrage incessant de stimuli visuels et auditifs. Le « soldat parfait » ne broncherait pas sous le feu de l'ennemi et ne remettrait pas en cause les ordres, aussi monstrueux soit-il. Mais les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances des chercheurs. De nombreux sujets ont craqué en l'espace de quelques heures, leur esprit se fracturant sous l'effet de la tension. Plusieurs sont devenus violents, s'en prenant au personnel. Un rapport décrit un sujet s'arrachant les yeux, hurlant qu'il le voyait encore. L'homme aux yeux brûlants. D'autres sont devenus catatoniques, réduits à marmonner des fragments de phrases qu'ils avaient été forcés de répéter pendant les expériences. Nettoyer la saleté, brûler la pourriture, obéir au chef. La boîte de verre était censée être la phase finale. Elle était censée dépouiller l'humanité, ne laissant derrière elle que l'instinct et la loyauté programmée. Mais quelque chose d'autre était né dans ce cube. Les notes faisaient état d'une anomalie, d'une énergie étrange qui s'était manifestée au cours des expériences. Les chercheurs l'ont d'abord écartée, l'attribuant à des dysfonctionnements de l'équipement ou à des hallucinations d'esprit brisées. Mais au fur et à mesure que les incidents se multipliaient, leur crainte s'est accrue. Une entrée, datée de 2 semaines avant la fermeture de la base, m'a donné des frissons. Nous avons de nouveau observé l'entité au cours de la séance de ce soir. Le sujet numéro 32 a commencé à convulser environ 30 minutes après le début de l'exposition. Les moniteurs ont capté une légère distorsion à l'intérieur de la boîte de verre. Une ombre, humanoïde, mais avec des traits qui défient toute description. Les signes vitaux du sujet ont cessé quelques instants plus tard. L'entité est censée rester visible pendant 30 secondes avant de se dissiper. Il était conseillé à tout le personnel d'éviter toute observation prolongée de la boîte. Pendant que je lisais, la pièce semblait devenir plus froide, les ombres, à la périphérie de ma vision, plus sombres. J'ai levé les yeux vers le cube, désormais inerte et vide, mais mon instinct m'a dit qu'il n'était pas vraiment en sommeil. Quelque chose persistait ici, quelque chose qui défiait les lois de la nature et de la raison. Je me suis retourné pour partir, mais ma lampe de poche a balayé le sol et a éclairé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Des mots étaient gravés dans le béton, juste à l'extérieur de la boîte de verre. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de marques aléatoires, mais en m'agenouillant pour les inspecter, leur signification est devenue évidente. Il regarde, il attend. Vous ne pouvez pas fuir. Je me suis éloigné de la boîte de verre, mais le poids de ce que j'avais lu et vu s'accrochait à moi comme une ombre. Chaque bruit, chaque goutte d'eau, chaque mouvement de la vieille structure semblait amplifié, remontant le long de ma colonne vertébrale. Je voulais partir, mais la curiosité était plus forte. Quelque chose en moi
avait besoin de comprendre toute l'horreur de ce qui s'était passé ici. Je me dirigeais vers le coin le plus éloigné de la salle d'observation, où une grande trappe métallique était encastrée dans le sol. Elle était circulaire, rouillée sur les bords et fixée à l'aide d'une série de lourdes pinces. Une étiquette défraîchie était apposée à côté. Confinement du sujet. Accès restreint. Le sol autour était jonché d'outils, clés, pieds lames de biche, même un chalumeau. Mais la trappe restait scellée. Quoi qu'il y ait eu là-dessous, quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour le garder prisonnier. Et pourtant, le silence sous la trappe était vivant. Je me suis approché, pressant mon oreille contre le métal froid. Faiblement, impossiblement, je pouvais entendre quelque chose. Au début, cela ressemblait à de l'électricité statique. Puis vint la cadence distincte de voix, des murmures, des pleurs, des supplications. J'ai reculé en titubant, la bile remontant dans ma gorge. Il ne pouvait pas être encore en vie. La base était abandonnée depuis des années. Personne ne pouvait survivre dans de telles conditions. Mais ces voix, basses et désespérées, racontaient une autre histoire. J'ai balayé la pièce du regard et j'ai trouvé un pied de biche parmi les outils éparpillés. Mon meilleur jugement m'a hurlé de partir, mais mes mains ont bougé d'elles-mêmes. J'ai coincé le pied de biche dans la pince la plus proche et j'ai commencé à faire levier. Chaque gémissement du métal ressemblait à un cri, à un avertissement d'arrêter, mais je continuais. La sueur coulait sur mon visage malgré l'air glacial. La dernière pince se détacha avec un cri métallique, et la trappe s'ouvrit légèrement, libérant une bouffée d'air froid et putride qui me fit presque tomber. C'était une odeur de pourriture, d'humidité et de quelque chose d'âcre, comme des cheveux brûlés. Le faisceau de ma lampe de poche tremblait lorsque je l'orientais vers l'obscurité en dessous. Une échelle descendait dans le noir. Au-delà de sa portée, je ne distinguais rien d'autre qu'un vide épais et étouffant. Les voix s'étaient ensuite tues, remplacées par un silence inquiétant, dans l'expectative. J'ai hésité, mais la nécessité de découvrir la vérité m'a poussé à aller de l'avant. Je m'agrippai à l'échelle et commençai à descendre. La chambre basse était plus froide que tout ce que j'avais jamais ressenti, comme si l'air avait été vidé de sa vie. Ma lampe de poche vacillait, son faisceau était faible dans l'obscurité oppressante. Les murs étaient là, différents, lisses, presque organiques, avec d'étranges crêtes qui semblaient pulser faiblement sous la lumière. Mais les bottes ont patiné dans une fine couche d'eau glacée lorsque j'ai descendu de l'échelle. La pièce s'ouvrait sur une immense caverne souterraine. Au centre se trouvait une série de nacelles en verre, chacune reliée par un réseau de tubes et de fils. La plupart des nacelles étaient brunes en s'est brisées, leur intérieur étant strié d'un fluide sombre et visqueux. Mais quelques-unes sont restées intactes. Je m'approchais prudemment de l'une d'entre elles, le cœur battant la chamade. À l'intérieur se trouvait ce qui avait été une personne. Son corps était grotesquement altéré, les membres allongés, les articulations tordues à des angles peu naturels. Sa peau était translucide, révélant un réseau de veines qui brillaient faiblement d'une lumière bleue, peu naturelle. La tête n'avait pas d'yeux, seulement une étendue lisse à l'endroit où ils auraient dû se trouver, et sa bouche était figée dans un cri silencieux. Ma lampe de poche a tremblé dans mes mains lorsque j'ai réalisé que la chose respirait encore, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des halètements superficiels et laborieux. J'ai reculé, l'estomac noué. Il s'agissait des soldats parfaits, mentionnés dans les dossiers, des humains tordus et brisés, transformés en outils de guerre. Mais il y avait quelque chose de plus ici, quelque chose de pire. L'air de la caverne semblait vivant, chargé d'une malveillance inexplicable. Ce n'étaient pas seulement les créations qui hantaient cet endroit, c'était autre chose, quelque chose qui s'était infiltré dans les murs mêmes. Je m'aventurai plus profondément, suivant le réseau de fils et de tubes
jusqu'à une chambre plus grande au fond de la caverne. Ici, les murs étaient couverts d'étranges symboles gravés profondément dans la roche. Ils pulsaient faiblement, émettant une douce lueur d'un vert maladif qui semblait tordre les ombres autour de moi. Au centre de la pièce se trouvait un piédestal sur lequel reposait un appareil, une sphère de métal poli, couverte de gravures complexes. La sphère rayonnait d'une lumière froide et artificielle. Alors que je m'approchais, une soudaine vague de nausée m'envahit. Des images défilèrent dans mon esprit, des images qui n'étaient pas les miennes. J'ai vu des visages, tordus par l'agonie, la bouche ouverte dans des cris inaudibles. J'ai vu Trump debout dans cette même pièce, le visage vide, les yeux creux, fixant la sphère. J'ai vu des soldats agenouillés devant la sphère, leur corps se convulsant à mesure que la lumière les consumait. Et puis, je l'ai vu. Une silhouette à peine humaine qui dominait les soldats. Son corps était une masse d'ombre qui se tordait, son visage un vide mouvant. Elle tendit des doigts, allongés, et les soldats tombèrent au sol, sans vie. La vision s'arrêta brusquement, me laissant à bout de souffle. La sphère pulsa à nouveau, et les murs de la chambre semblèrent se refermer. Je me retournai pour courir, mais le sol sous moi se mit à onduler comme un liquide, me déséquilibrant. Les symboles sur les murs s'illuminèrent, et les ombres autour de moi se mirent à bouger, fusionnant en des formes qui n'auraient pas dû exister. J'ai trébuché dans la caverne principale, mon souffle étant court et paniqué. Les nacelles brillaient à présent, leurs occupants se tortillaient violemment. L'une des enceintes de verre se brisa, et la créature qu'elle contenait se répandit sur le sol en un tas humide et désossé. Elle leva lentement la tête, l'inclinant dans ma direction. Malgré l'absence d'yeux, je sentis son regard me transpercer. Un son grave et guttural emplit la caverne, se répercutant sur les murs. Ce n'était ni un grognement, ni une voix, mais quelque chose entre les deux. Les autres nacelles commencèrent à se briser, une à une, tandis que les créatures qui s'y trouvaient se réveillaient. Le son guttural s'amplifia, une cacophonie résonante qui me donnait l'impression d'être à l'intérieur de mon crâne. Les créatures, ces grotesques vestiges de l'humanité, commencèrent à se lever. Leurs mouvements étaient saccadés, peu naturels. Les épines se tordaient, les membres se pliaient d'une manière qui défiait toute logique. Leurs visages pâles et sans yeux se tournèrent vers moi, comme s'ils percevaient ma peur. Je trébuchai en arrière, la lampe de poche tremblant dans ma main. Une créature, plus grande que les autres, s'avança. Sa poitrine se gonflait d'une respiration difficile, et chaque muscle de son corps mal formé semblait onduler sous une peau translucide. Cette créature avait des protubérances osseuses, déchiquetées, le long de ses bras, des armes fondues dans sa chair. La lumière de ma lampe de poche se reflétait sur une couche d'ichor noir qui s'écoulait de ses doigts. La caverne semblait se refermer autour de moi. Les ombres bougeaient comme si elles étaient vivantes. La sphère dans la chambre du fond pulsait plus fort. Sa lumière se répandait dans la zone principale, éclairant les horreurs dans des détails crus et impitoyables. Les créatures ne se sont pas précipitées sur moi. Elles n'en avaient pas besoin. Elles avançaient à pas lents et délibérés, sachant qu'il n'y avait pas d'issue. Le désespoir m'envahit. Mes yeux parcoururent la caverne à la recherche d'une échappatoire, mais la seule sortie était l'échelle que j'avais descendue. Entre moi et l'échelle se tenait une demi-douzaine de créatures, leurs corps déformés, bloquant mon chemin. L'air était épais, suffocant. Chaque fois que je respirais, j'avais l'impression d'inhaler quelque chose de vivant, quelque chose d'hostile. Puis la plus grande créature a rugi, un son qui n'était pas seulement audible, mais physique. Il m'a frappé comme une vague, me faisant tomber de mes pieds. Les autres suivirent, leurs cris gutturaux emplissant la caverne, se répercutant à l'infini. Je me suis relevé,
l'adrénaline me poussant vers l'avant. Je courus vers l'échelle, me faufilant entre les figures monstrueuses, esquivant les coups de griffes et d'os. Une créature s'élança, son bras allongé tranchant l'air à quelques centimètres de mon visage. J'esquivai, sentant le souffle de l'air déplacé, alors qu'il me manquait de peu. Mon pied glissa sur le sol humide et glacé, et je m'écrasai contre une nacelle brisée, faisant voler en éclats ce qui restait du verre. Un éclat m'entailla le bras, et je poussai un cri de douleur. Le sang se mêla au liquide noir et visqueux qui recouvrait le sol, et les créatures hésitèrent un instant. Leurs têtes s'inclinèrent à l'unisson, comme si l'odeur de mon sang avait déclenché quelque chose de primitif. Je n'ai pas attendu de savoir de quoi il s'agissait. Je me suis relevé, ignorant la douleur fulgurante dans mon bras, et j'ai foncé vers l'échelle. Mais les bottes éclaboussaient l'eau glacée, le bruit de mes mouvements résonnant comme des coups de feu dans la caverne. J'atteignis la base de l'échelle et sautai sur le premier barreau, grimpant aussi vite que possible. Les créatures me suivirent, leurs mouvements étaient jamais plus rapides, plus coordonnés. La plus grande atteignit l'échelle en premier, sa main griffue agrippant le métal et le pliant comme du papier. La structure entière trembla sous leur poids, et je sentis les barreaux trembler sous mes pieds. Je grimpais plus vite, mes mains glissant sur le métal couvert de givre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, chaque battement étant un compte à rebours jusqu'au moment où il m'atteindrait. Alors que j'approchais du sommet, l'une des créatures bondit. Sa main griffue se referma sur ma cheville et me tira vers le bas. J'ai crié, donné un coup de pied sauvage. Ma jambe libre s'est heurtée à la tête mal formée de la créature. La créature siffla, son emprise se relâcha juste assez pour que je puisse me dégager. Je me précipitai hors de l'écoutille, la refermant derrière moi. Le métal se déforma sous la force des créatures qui frappaient Zarom de l'autre côté, mais les pinces tinrent au bon, pour l'instant. Ma poitrine se souleva, tandis que je reculais, chaque nerf de mon corps me criant de fuir. Mais mes yeux ont été attirés par la salle d'observation, par la lueur de la sphère visible, même à travers les murs épais de la chambre en dessous. J'ai trébuché dans la salle de contrôle principale, cherchant désespérément un moyen d'arrêter ce que j'avais déclenché. Les moniteurs clignotaient de façon erratique, affichant des images déformées des créatures en contrebas. Les sourdos haut-parleurs sifflaient, entrecoupés d'étranges chuchotements gutturaux. Les fichiers que j'avais lus plus tôt ne mentionnaient pas cela, n'avertissaient pas des conséquences de l'éveil de ces horreurs. J'atteignis le panneau de contrôle, mes mains tremblantes en scrutant les boutons et les leviers. L'un d'entre deux attira mon attention. Un gros interrupteur rouge étiqueté « Purge protocole », protocole de purge. Mon esprit s'emballa. Cela signifiait-il détruire la base? Tuer tout ce qui se trouve à l'intérieur? Moi y compris. Le martèlement de l'écoutille s'intensifia. Des fissures apparurent dans le métal, de l'ichor sombre s'infiltrant à travers. Les créatures n'allaient pas s'arrêter. Si elles s'échappaient la route de la base, si elles atteignaient le monde extérieur, je ne me suis pas laissé aller à cette pensée. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur l'interrupteur. Une alarme a retenti, des lumières rouges ont clignoté dans toute la pièce. Une voix informatisée résonna dans les haut-parleurs. Protocole de purge lancé. Détonation dans 60 secondes. Je me suis retourné et j'ai couru, le compte à rebours résonnant dans mes oreilles. Le sol vibra sous mes pieds, tandis que la séquence d'autodestruction de la base s'activait, les machines se mettant en branle, en gémissant et en grinçant. J'atteignis le couloir menant à la surface, le froid glacial me mordant le visage alors que j'émergeais à l'air libre. La base trembla violemment et une explosion assourdissante éclata derrière moi. Un panache de feu et de débris s'éleva dans le ciel, illuminant la terre gelée d'une brève lueur infernale.
Le sol a tremblé sous mes pieds et je suis tombé à genoux, à bout de souffle. Mais lorsque la fumée s'est dissipée, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. L'air autour de moi semblait lourd, chargé. Des ombres vacillaient de façon anormale sur la neige, et les chuchotements gutturaux que j'avais entendus dans la caverne résonnaient faiblement dans le vent. Je me retournai lentement, l'effroi m'envahissant l'estomac. Au loin, là où se trouvait la base, une silhouette émergea de la fumée. Grande et déformée, son corps se tordait d'ombre. Son visage sans yeux était tourné vers moi. La plus grande des créatures avait survécu, et elle n'était pas seule. Elles arrivaient. Je reculai en titubant, mon souffle se troublant dans l'air glacial. Les créatures avançaient d'un pas dans la fumée, leur forme grotesque, à moitié cachée, dans l'ombre. Leurs mouvements étaient délibérés, presque cérémoniels, comme si je n'avais été qu'un pion dans un jeu bien plus ancien et sombre que je ne pouvais le comprendre. Le plus grand d'entre eux menait la meute, sa silhouette massive, scintillant comme une flamme sur le paysage glacé. Mon instinct me poussait à courir, mais mes jambes étaient comme du plomb. J'avais libéré quelque chose qui ne pouvait être contenu, quelque chose qui ne s'arrêterait pas avant d'avoir tout consumé. Ce n'était pas seulement la violation d'une expérience secrète, c'était le réveil d'une force ancienne, quelque chose de plus vieux que les guerres et les ambitions de l'humanité. La neige sous leurs pieds commença à s'assombrir, une liqueur noire se répandant comme des veines. Le sol tremblait faiblement, comme si la terre elle-même reculait devant leur présence. L'air devint épais, suffocant, rempli de chuchotements qui semblaient y venir de nulle part et de partout à la fois. Des mots dans une langue que je ne comprenais pas s'insinuaient dans mon esprit, un chant obsédant qui semblait s'adresser directement à mes peurs les plus profondes. Je me suis retourné et j'ai couru. L'adrénaline a engourdi la douleur dans ma jambe et j'ai poussé plus fort que je ne l'aurais cru possible. Mes bottes crissaient atroces contre la neige, chaque pas m'éloignant de la ruine de la base. Le ciel se tordait de façon anormale, les étoiles se transformant en d'étranges constellations que je ne reconnaissais pas. Lorsque j'atteignis la crête surplombant la base, je m'effondrai à genoux. Mes poumons me brûlaient et ma vision se brouillait. J'ai regardé en arrière une dernière fois, espérant, priant, que les créatures ne m'avaient pas suivi. Ce que j'ai vu à la place m'a fait froid dans le dos. La plus grande créature se tenait au centre de la destruction, les bras tendus vers le ciel. Autour d'elle, les plus petites formaient un cercle, leur corps pulsant d'une lumière sombre et inquiétante. L'ichor noir s'accumulait sous eux, s'étendant vers l'extérieur en une spirale parfaite. Le sol autour d'eux se fissurait et se brisait, luisant faiblement d'une lumière rouge peu naturelle. Un bruit de tonnerre déchira l'air, et la terre sous la base s'effondra. Un gouffre béant s'ouvrit, engloutissant les restes de la structure et les créatures avec elle. Le silence s'installa un instant, puis un rugissement guttural jaillit des profondeurs. C'était un son qui n'appartenait pas à ce monde, un son qui portait avec lui le poids de quelque chose d'insondable. Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait suivre. Je me suis levé en trébuchant et j'ai continué à courir, la crête disparaissant derrière moi. Les murmures du vent se firent plus forts, plus insistants, comme s'ils essayaient de me faire reculer. J'ai lutté contre l'envie de regarder par-dessus mon épaule, sachant que si je le faisais, je ne pourrais peut-être pas résister. Des heures plus tard, j'ai atteint la station de recherche. La vue familière de ces lumières tamisées et de ces antennes aurait dû me soulager, mais au lieu de cela, j'avais l'impression de tomber dans un autre piège. Les chuchotements n'avaient maintenant pas cessé, ils étaient donc plus silencieux maintenant, mais toujours là, à la limite de ma conscience. Les autres chercheurs se sont précipités à ma rencontre, leurs visages mêlant confusion et inquiétude. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour expliquer ce qui s'était passé.
j'avais la gorge sèche, et les images des créatures, de l'Ichor, du gouffre, se bousculaient dans mon esprit. Ils m'ont poussé à l'intérieur, m'ont enveloppé dans des couvertures, et m'ont donné de l'eau, mais rien de tout cela n'avait d'importance. J'étais déjà perdu. Plus tard dans la nuit, alors que j'étais allongé sur un lit de camp et que j'essayais de m'endormir, je l'ai vu. Dans le coin de la pièce, là où les ombres s'amoncellent de façon anormale, une forme a commencé à se dessiner. Elle était d'abord faible, à peine visible, mais elle s'est précisée au fil des secondes. Le visage sans yeux de la plus grande créature me fixait, sa forme vacillant comme une flamme. J'ai cligné des yeux et elle avait disparu. Mais les chuchotements sont restés. Le lendemain, j'ai rédigé mon rapport. J'ai laissé de côté les détails que personne ne croirait, me concentrant plutôt sur les aspects techniques. L'explosion, l'effondrement de la structure, la perte de toutes les données de recherche. Mais au fur et à mesure que j'écrivais, je sentais le poids de ce que je ne disais pas. La vérité n'était pas seulement dangereuse, elle était indicible. J'ai demandé une évacuation d'urgence. Les supérieurs ont refusé, insistant sur le fait que l'incident devait faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Ils ont envoyé une nouvelle équipe sur le site, ignorant mes avertissements. Je ne suis pas resté pour voir ce qui leur était arrivé. Des mois plus tard, de retour dans la sécurité relative de ma maison, les souvenirs me hantent toujours. Je vois les créatures dans mes rêves, leurs formes tordues et leurs visages sans yeux, tapis dans l'ombre. J'entends leurs chuchotements lorsque le vent souffle dans les arbres. Parfois, lorsque la maison est de calme, je sens le sol trembler légèrement sous mes pieds, comme si quelque chose s'agitait dans les profondeurs. Je ne sais pas ce que nous avons libéré dans cette base, mais je sais que cela n'a pas disparu. Ça attend, ça grandit, ça se répand, et un jour, cela reviendra. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. C'est mon avertissement. Laissez-le enterrer. Quoi qu'il y ait sous la glace, quelles que soient les horreurs que notre ambition a mises au jour, il vaut mieux laisser certaines choses dans l'oubli